Bonjour et bienvenue au CDML. Le CDML, c'est le Centre de documentation sur les métiers du livre. Pour cette rencontre qui a du sens pour nous et on l'espère également pour vous. Être auteur et éditeur à l'ère du numérique. Vous l'avez sans doute constaté, le numérique est omniprésent dans nos vies. Dans une précédente rencontre, nous avions déjà abordé le sujet imprimé versus numérique, quel choix éditorial? Cette rencontre était avec Gilles Van Cott, un des rédacteurs en chef du groupe Le Monde. Et je vous invite d'ailleurs à retrouver cette rencontre sur notre chaîne YouTube. Il nous avait indiqué qu'en 2021, la version numérique du journal Le Monde avait atteint 414 000 abonnés versus 87 000 abonnés papier. Ce phénomène, les bibliothèques l'ont aussi connu pendant le confinement. Par exemple, la bibliothèque numérique de Paris a enregistré une augmentation de plus de 70% en 2020. Autre constat, l'appétence pour l'écriture dans la tradition française avec l'engouement pour les ateliers d'écriture. La création littéraire n'est pas un domaine réservé. Tout le monde s'y met avec passion, femmes et hommes de tous les âges et de tous les milieux. Ce n'est plus une tendance. Elle existe même depuis des lustres et fait partie d'un cursus universitaire reconnu, comme à Paris 8, qui a un master dédié de création littéraire, ou à l'Université du Havre, qui dès 2012 avait ouvert le banc. Autre phénomène qui corrobore ce constat, un Français sur 10 aurait commencé à écrire un livre pendant le confinement. C'est sans doute pourquoi la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a créé un nouveau festival littéraire, Au Livre Citoyen. Il aura lieu vendredi prochain à la BNF. Son but, présenter au grand public le travail des éditeurs afin de leur donner les codes pour tenter d'être publiés. Nos témoins aujourd'hui sont une autrice et une éditrice de littérature numérique, mais pas que. Elles remplissent en apparence tous les clichés. Amoureuses de la lecture, consommatrices de romances, elles ont débuté l'écriture par de la fanfic, en écrivant précisément des textes de romance. Jeunes, sympathiques et brillantes, elles incarnent décidément tout ce qu'on projette sur la littérature numérique quand on ne la connaît pas bien. Et comme vous pouvez le constater, il y a un changement de décor dû à cette période de pandémie. Et je tiens particulièrement à remercier Florissé, notre autrice et journaliste invitée, qui, même positive, a tenu à maintenir cette rencontre. Bonjour Florie. Oui, merci. Bonjour, comment vous sentez-vous? Merci en tout cas de m'avoir invité. J'aurais préféré être sur place évidemment, mais bon, on fait comme on peut avec les moyens du bord du coup. Et comment vous sentez-vous? Ça va, je vais bien, ça va. Cette volonté a également été partagée par Roxane Maffre, autrice et éditrice chez HarperCollins. Bonjour Roxane. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va, j'ai pas le Covid. Merci à toutes les deux de nous accorder le temps de discuter ensemble de ce métier d'autrice, de ce métier d'éditrice. Alors, Roxane, on va commencer par vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre parcours et nous expliquer comment vous en êtes venue à devenir éditrice? Alors, j'ai un parcours qui est relativement classique par rapport à mes différents collègues dans l'édition, c'est-à-dire que j'ai fait une prépa littéraire, puis ensuite j'ai fait une licence d'édition qui m'a amené à un master d'édition qui était en apprentissage, donc qui m'a permis d'avoir un pied dans l'édition assez rapidement. Et c'est comme ça que je suis arrivée ensuite en poste chez HarperCollins, après en CDI. D'accord. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, parce que bon, vous avez fait une formation d'édition assez classique finalement, mais quelle est la différence au niveau du travail concrètement entre éditer un livre papier et éditer un livre allemand numérique? Je reprends celui-là. Voilà, parce que outre l'aspect, d'un côté on finit avec un objet physique et de l'autre non. Donc au niveau de la structure de la maison d'édition, des différentes étapes de travail, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer un petit peu la différence?
Moi, mon métier en tant qu'éditrice, il est, je pense, similaire, parce que je travaille à la fois sur une collection papier et à la fois sur une collection numérique. Et le travail d'un auteur, il est similaire que le produit final soit numérique ou que le produit final soit papier. On va lire le texte, le corriger, le mettre en forme, le restructurer, travailler le rythme, travailler les personnages, les rebondissements, tout cela conjointement avec l'auteur. On va assurer le lien aussi avec les différents acteurs de la chaîne du livre. Donc, tout ça, c'est similaire. Après, la différence, c'est pour un livre papier, on va avoir des jets d'épreuves imprimés. Donc, on va imprimer le livre sur papier pour vraiment voir le résultat auquel il va aboutir, pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème de couleur, de problème de mise en page, chose qu'on ne fait pas évidemment avec le numérique. Mais sinon, le travail humain qui est derrière est relativement le même. On n'a pas du tout le même rapport avec la fabrication, parce que c'est une fabrication numérique, donc c'est différent. Mais il y a aussi une mise en page numérique pour correspondre au moule final qui est l'EPUB. D'accord, donc c'est essentiellement le travail du service fabrication qui est différent. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, quand vous recevez bon, vous devez recevoir un certain nombre de manuscrits. Est-ce que vous recevez des versions papier aussi? Est-ce que vous pouvez, à partir de versions papier, décider de les passer en numérique? Et comment vous choisissez en fait vos auteurs? Voilà. Alors, on ne reçoit plus trop de papier, de manuscrits papier. Pour la collection papier, il arrive qu'on reçoive encore des manuscrits papier, mais même pour le print, c'est quand même beaucoup de soumissions sur Word par mail, parce qu'on a une boîte manuscrite qui est ouverte et qui est diffusée sur notre site internet. Donc les auteurs ont généralement ce moyen qui est le plus facile pour communiquer avec nous et pour nous soumettre leurs manuscrits. Donc ça arrive très rarement qu'on reçoive du papier. Dans la collection numérique, ça n'arrive jamais. Donc on ne fait jamais la bascule entre le papier et le numérique. Généralement, c'est directement numérique. Et comment on recrute nos auteurs? On a différents moyens. Le moyen le plus classique, c'est qu'ils nous soumettent leurs manuscrits sur l'adresse mail. On les trie, on les envoie en comité de lecture, on leur attribue une première note. Ensuite, les éditeurs, une fois qu'ils passent ce premier cap, cette première étape, les éditeurs, l'équipe éditoriale vont analyser le texte pour vérifier que ça colle bien avec la ligne éditoriale, que ça colle bien avec la collection, avec les tendances du moment, pour ensuite le publier de manière traditionnelle. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est le recrutement. C'est ce qui s'est passé avec Fleury. Parfois, on repère des auteurs, que ce soit sur Internet, via l'auto-édition, ou alors sur des plateformes d'écriture, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ce qui a été le cas pour Fleury, on l'a recruté en allant la contacter directement et en lui proposant un contrat d'édition et une collaboration avec notre maison. Et là, on discute avec l'auteur pour essayer de le convaincre de nous rejoindre. Et le troisième biais, mais qui est un petit peu plus rare et plus ponctuel, c'est les concours d'écriture. Il arrive que la maison d'édition organise des concours d'écriture pour recruter des auteurs d'une manière encore différente. D'accord. Et est-ce que, du point de vue quand vous sélectionnez des textes ou des auteurs, est-ce qu'il y a des genres qui se prêtent mieux à l'édition numérique quand vous éditez purement en numérique? Est-ce que vous pensez plutôt à certains genres? Et deuxième question, mais qui est très liée, en fait, est-ce que vous avez en tête un certain type de public pour faire ces choix-là? Alors moi je travaille pour une collection de romances, donc on a vraiment pas mal de codes en tête quand on recrute nos textes. Et effectivement on a un public cible qui est très défini. On s'adresse principalement à des femmes, même si on a de plus en plus de lecteurs masculins. Pour la tranche d'âge, c'est je dirais 18-45 ans. Il faut que ça soit des lectures positives, avec un happy end à la fin, ça c'est obligatoire dans notre collection. Assez légère mais avec beaucoup d'émotion. Tout cela on le garde en tête, mais c'est vrai que pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des genres qui marcheraient mieux en numérique que d'autres? C'est sûr que je pense que la plupart des gens vont plus lire des fictions, des romans, des documentaires, des témoignages en numérique et vont moins s'essayer au dictionnaire, ce genre de documents. Mais pour la petite anecdote, moi j'ai encore fait l'acquisition il n'y a pas longtemps d'un guide du routard en version numérique. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de genres qui se prêtent, pas mal de formats qui se prêtent au numérique malgré tout. Mais c'est vrai que celui avec lequel je suis la plus familière en tant que lectrice, c'est aussi la fiction, parce que c'est vraiment un texte dénué d'illustration, c'est quand même plus simple. Et je pense que la fiction s'y prête le mieux quand même. Et vous, Fleury, comment en êtes-vous venue à l'écriture? Racontez-nous un petit peu votre vie. Alors moi j'écris depuis toujours, pratiquement depuis que je suis jeune. Donc ça se manifestait avant par écrire dans ces cahiers. Puis après est venu le moment
de l'adolescence et puis de l'effusion sur Internet, tout ce qui sont les fanfictions, qui permettaient donc de publier ces textes en ligne, de les partager. Donc ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai vu différents sites exister. Alors au début, c'était pas vraiment mis en place. Il n'y avait pas les plateformes comme on connaît aujourd'hui, de Wattpad, etc. Donc il y avait des forums, par exemple, où les gens écrivaient leur histoire par commentaires, et donc c'était des commentaires qui s'enchaînaient d'histoires. Enfin, voilà, il y avait plein de formes différentes, avant que ça se structure réellement. Aujourd'hui, on a Wattpad, qui est la plateforme, je pense, la plus connue. Et donc voilà, mes histoires étaient sur Internet, et comme Roxane l'a expliqué, elle a découvert mon histoire sur Internet, on a pu rentrer en contact de cette façon-là, et j'ai été éditée donc finalement très récemment, parce que mon premier roman il est sorti à l'été 2020, donc ça fait 1 an et demi, alors que moi j'écris depuis que je suis toute petite, donc le côté vraiment édition c'est très récent pour moi. Et là je continue d'écrire en plus de mon métier. Et j'ai été publiée dans une nouvelle maison d'édition qui est aussi une maison d'édition numérique, mais qui propose une version papier au bout de 4-5 mois d'existence numérique. Et donc là, j'ai sorti récemment un premier tome l'hiver dernier, c'était en décembre, et il y a 2 jours, mon tome 2 est sorti et le tome 3 est en cours d'écriture. Donc voilà, je continue dans ma voie de l'écriture en parallèle de mon métier de journaliste. Et alors, lorsque vous avez commencé à écrire, est-ce que vous pensiez être édité ou c'était juste le plaisir d'écrire et de partager avec vos proches? Non, je ne pensais pas du tout à être édité. Et à l'époque, quand j'ai commencé, c'est toujours un milieu fermé, mais je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais voilà, je le voyais vraiment comme un monde inatteignable. Donc c'est pour ça que Internet est un peu ma solution de facilité, en me disant je vais partager mes histoires gratuitement sur le net. Les gens qui voudront les liront, et puis voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et je pense qu'Internet a quand même permis d'offrir une voie pour plein d'auteurs, en tout cas en dehors de l'édition, puisqu'il y a l'auto-édition, puis il y a toutes ces plateformes d'écriture où il y a beaucoup de lecteurs aussi qui suivent les histoires en ligne. Donc ça permet en tout cas d'exister un peu plus en tant qu'auteur. Et l'édition, après, c'est vrai que ça a toujours été un rêve, donc quand j'étais en contact avec Roxane, évidemment que pour moi ça s'est concrétisé d'une façon que je n'aurais pas imaginée, et j'en suis vraiment très très enchantée. Et donc, Roxane, vous êtes aussi autrice. Oui. Et donc, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous pensiez être... Comment vous avez commencé à écrire? Et est-ce que vous pensiez être édité? J'ai commencé petite comme Florie, mais alors pas du tout avec pour objectif d'être éditée. Enfin, moi, vraiment, avant que je commence mes études dans l'édition, même assez tard, je ne savais même pas ce qu'était un éditeur. Enfin, moi, j'ai débarqué totalement, je ne savais pas du tout ce qu'était un éditeur. Et c'est grâce à la plateforme Wattpad que j'ai commencé à écrire donc, sur Internet, à livrer à des lecteurs mon premier roman. Et moi, je me suis prise au jeu de Wattpad un peu comme Florie, je pense, parce que c'est une plateforme qui est très ludique. On poste un chapitre relativement court et tout de suite, on a des commentaires de lecteurs qu'on ne connaît pas du tout qui vont réagir sur une phrase, sur un mot en particulier, sur un personnage, et ça va nous influencer ensuite dans l'écriture de la suite. Et donc moi j'ai été tenue en haleine aussi par les réactions des lecteurs, donc j'ai écrit un roman de plus de 500 pages sur Wattpad, je n'arrêtais plus. Et comme aujourd'hui les éditeurs ont bien compris que c'était un moyen de recruter des auteurs qui avaient déjà une communauté de lecteurs derrière eux et qui avaient déjà une visibilité, voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai été repérée par mon éditeur Hachette, qui a vu l'opportunité de publier un roman avec déjà des lecteurs présents qui potentiellement pourraient ensuite acheter le livre en librairie. Donc avant d'être contactée par mon éditrice, je n'avais aucune ambition d'être éditée, c'était vraiment le plaisir de pouvoir interagir avec des gens sur une histoire que je construisais au fur et à mesure. Et donc toutes les deux, vous n'avez jamais rien envoyé à des éditeurs? Ce sont eux qui vous ont contacté. Et est-ce que quand vous recevez un coup de téléphone ou c'est juste un message par... Déjà, je pense, je sais pas pour toi Florie, mais moi je pense qu'il m'est arrivé dans mon parcours d'envoyer mon texte avant d'être contactée par mon éditeur. Il me semble que j'avais envoyé à quelques maisons d'édition, mais comme ça, je ne me souviens plus, mais il me semble que j'ai déjà envoyé à un éditeur ce texte-là, mais qui n'était même pas terminé. Donc je sais pas si toi ça a été le cas Florie aussi, je pense que tu as peut-être démarché des éditeurs. Oui, j'avais pour le roman qui est sorti chez EH, justement, il me semble que je l'avais aussi envoyé
sans trop y croire. Et d'ailleurs, maintenant que je sais comment on travaille un texte, je réalise que je l'avais vraiment envoyé sans, pas vraiment d'une façon qui n'était pas assez travaillée, assez correcte, mais non, effectivement, on a dû se contacter, je crois, sur les réseaux sociaux, et c'est à partir de là, pour le coup, comme je savais qu'une maison d'édition était potentiellement intéressée, je l'ai vraiment bien retravaillé avant de l'envoyer officiellement dans la maison d'édition de Roxane, en tout cas. Mais généralement, c'est l'éditeur qui trouve les coordonnées en fouillant un peu sur Wattpad. Voilà, soit il contacte directement sur Wattpad, soit si c'est en auto-édition où il va trouver un moyen de communiquer avec les auteurs. Ça peut passer par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très facile aussi de retrouver quelqu'un sur les réseaux. Donc voilà, un message qui dit on est intéressé par votre texte, est-ce que vous seriez disponible pour qu'on en parle de vive voix par téléphone. Enfin, voilà, ça se fait comme ça généralement. Et est-ce que être publié, ça a changé votre vie? Florie. Oui, en quelque sorte, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais petite, et de me dire qu'il y a des gens qui me lisent vraiment, c'est un peu différent d'Internet, parce que c'est quand même des gens qui déjà vont acheter le livre, donc il y a quand même un engagement de leur part, c'est pas comme quand c'était gratuit sur Internet, et que les gens peuvent cliquer, partir, etc. Donc moi, en tout cas, ça m'a confortée dans le fait que je voulais continuer dans cette voie-là. Alors peut-être pas en faire mon métier, c'est extrêmement difficile d'en faire son métier aujourd'hui, faut vendre énormément, et puis il faut se consacrer pleinement, et puis j'aime mon métier que j'ai à côté, donc je me vois pas en faire un métier, mais en tout cas j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là. J'ai d'autres romans qui ont été publiés, j'en ai qui sont encore en cours, il y en a que du coup depuis j'ai envoyé dans de nouvelles maisons d'édition, donc j'espère vraiment que ça va se développer encore plus, parce que j'adore. Voilà. Je sais pas si ça a changé ma vie, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vue sur un monde qui est totalement différent et qui paraît totalement nouveau quand on débarque là-dedans. Et c'est le plus fou, je pense, c'est de pouvoir toucher des personnes qui habitent n'importe où en France et de leur dire qu'on est relié à travers une histoire que nous, on a écrite sans aucune arrière-pensée. Alors, on a construit un monde et dans lequel ils sont rentrés. Et pouvoir dialoguer là-dessus, c'est quand même assez fou. Après, moi, l'écriture, c'est pas comme Florie, c'est vraiment une petite parenthèse. Moi, je me consacre vraiment à mon statut d'éditrice. Mais c'est vrai que ça permet de rencontrer des gens et de se rassembler autour d'une passion, d'une histoire de monde inventé qui se... Enfin, voilà. Ça, c'est assez fou, je trouve. Et donc, à ce propos, toutes les deux, vous avez un autre métier, puisque vous ne considérez pas le métier d'autrice comme un métier. Comment vous vous organisez entre votre emploi et celui d'autrice? Alors moi, personnellement, je laisse très peu de temps à l'écriture. Ça fait un moment que j'écris plus, donc c'est vraiment mon métier d'éditrice qui prime. Et c'est vraiment quand je m'y mets, quand j'ai envie d'être motivée ou quand on me force à être motivée que je vais m'y mettre, mais le week-end de temps en temps, voilà, c'est rare. Alors que je pense que Florie, c'est très différent. Alors c'est vrai que c'est difficile d'allier les deux. Moi j'ai eu une longue période où en tant que journaliste j'étais CDD, donc j'avais vraiment des périodes pour écrire qui étaient propices à faire avancer mes romans. Là depuis peu je suis à temps plein, donc c'est quand même beaucoup plus difficile, et pourtant je me suis quand même engagée là par exemple dans une trilogie où il fallait que je rende un roman avec une date fixe, et j'avais quand même mon travail à côté, donc c'est travailler le soir, travailler le week-end, prendre ses congés pour écrire, le travail d'édition aussi, de correction, de relire les livres en numérique en plus. Enfin, j'ai l'impression qu'en numérique les choses vont plus vite, donc peut-être qu'on a moins de temps pour relire les textes, pour les corriger. Là, mon dernier roman, on m'a laissé 3 semaines pour tout relire, tout corriger, et au final, quand on travaille à côté, 3 semaines, ça passe quand même très vite. Donc ouais, il faut prendre du temps de libre pour s'y consacrer. Alors moi, ça me plaît, donc ça va, mais je pense qu'il peut y avoir aussi des moments où les deadlines font que faut pas que ça devienne une contrainte, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, que quand je sens que c'est trop, je lâche la pression et j'essaye de me rappeler que ça ne doit pas devenir une contrainte, parce que c'est vraiment un plaisir, que ça doit rester un plaisir. Et donc vous avez des habitudes d'écriture? Vous avez des marottes, un cérémonial? Là, j'ai l'impression que vous avez c'est pas le jour que vous écrivez, mais plutôt la nuit, pour pouvoir concilier les deux.
Ah, je peux écrire à n'importe quel moment. Moi, mon seul besoin, c'est d'avoir de la musique. Ça me permet de me couper du reste. Donc, souvent, j'écoute justement avec mon casque de la musique et je me mets dans ma bulle. Et, euh, et ouais, ce qui est important, c'est d'avoir du temps de libre parce que si on est pressé par le temps, si on se dit là, j'ai que 2 heures pour écrire, c'est impossible. Faut se dire que voilà, là, je me consacre à ça et j'y mets le temps qu'il faut. Mais sinon, j'ai pas forcément de contraintes particulières pour écrire. J'arrive à écrire un peu n'importe où. En réalité, quand j'étais CDD et que je faisais beaucoup de voyages en train, dès que j'étais dans le train, je sortais mon ordi puis j'écrivais. Enfin, voilà, je faisais comme je pouvais, quoi. Bretagne. Non, mais c'est vrai que la musique, ça aide beaucoup. Je sais que la première fois que j'ai découvert le roman de Flory, donc Lovers, qu'on a édité chez HarperCollins, c'est vrai qu'il y avait une ambiance musicale qui se dégageait du roman et on sentait que Flory l'avait écrit en musique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve un peu moi quand j'écrivais mon roman. On a besoin, je pense qu'aussi on a une écriture un peu, je pense, filmique, scénaristique, c'est-à-dire qu'on imagine un film quand on écrit, donc on a envie voilà, d'avoir la bande-son derrière originale et ensuite pouvoir la partager au lecteur aussi. Je pense que ça permet de nous mettre dans l'ambiance. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Oui, alors pour ce qui est de... On a parlé un petit peu du travail d'éditeur qui visiblement change peu selon le mode de publication. Par contre, est-ce qu'on peut parler un peu du côté de la promotion du livre? Et c'est vrai que ça, pour le coup, un livre papier qui part en librairie, il y a tout un système de représentants pour sa diffusion. Et le service presse derrière qui travaille à faire connaître l'ouvrage. Alors, comment on procède pour un livre numérique qui ne se retrouve pas en librairie, qui ne peut pas se retrouver dans les salons? Voilà, a priori pas de séance de dédicace, ou en tout cas ça se passe pas de la même façon. Enfin, voilà, donc comment vous procédez un petit peu? Et voilà, après on verra avec Floris que ça change aussi au niveau de l'autrice, mais déjà du côté éditorial. Bah, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Nous, on mise beaucoup sur la communication des réseaux sociaux. Donc, voilà, le but, c'est d'avoir une vitrine sur les réseaux sociaux. Donc, on a des réseaux dédiés à la maison d'édition sur lesquels on fait la promotion de nos ouvrages. On conseille très fortement à nos auteurs d'avoir leur propre réseau auteur pour aussi avoir une proximité beaucoup plus forte avec leur lectorat, pouvoir communiquer avec eux très rapidement en cas de news, de sortie. Donc les réseaux sociaux, c'est quand même une grande part de la communication et de la mise en avant de l'ouvrage, mais on travaille aussi avec des blogueurs. Nous, les représentants du numérique, les meilleurs représentants, c'est les blogueurs. C'est ceux qui ont des comptes Instagram, des comptes sur TikTok, sur YouTube, voilà, qui sont actifs sur les réseaux et qui vont pouvoir parler du livre autour d'eux et le lire en amont. Généralement, on leur envoie les textes un petit peu avant la sortie. Nous, chez HarperCollins et dans la collection EH, on travaille avec un groupe qui s'appelle la Love Society. C'est des blogueuses qui ont été choisies selon certains critères et avec lesquelles on travaille très fréquemment. Il arrive qu'on leur demande même des avis sur les couvertures. On leur propose plusieurs couvertures. On leur dit, ben voilà, lesquelles vous préférez et pourquoi. On essaie de répondre vraiment aux attentes du marché à travers aussi le regard des blogueuses. Donc voilà, c'est nos représentantes à nous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout ce démarchage auprès des représentants. On a des présentations de catalogues, mais auprès de ces blogueuses. Donc c'est vraiment voilà, sur les réseaux que ça se passe principalement. Et après, pour les dédicaces, je pense qu'en tant qu'auteur, mais Flory le dira mieux que moi, on trouve toujours le moyen de rencontrer ses lecteurs, même si on n'a rien à signer. Surtout que Flory a trouvé le moyen, mais je lui laisse raconter comment. Ben voilà, donc Flory, expliquez-nous un peu comment vous travaillez de ce côté-là, et est-ce que finalement... Est-ce que finalement l'auteur a plus de travail quelque part pour mettre en avant son texte quand il n'y a pas le document papier, quand il n'y a pas la maison d'édition qui peut aussi faire ce travail-là vers les librairies et les salons, etc. Donc est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus vous de temps à donner et vous investir plus dans le côté promotionnel? Oui, effectivement. Comme disait Roxane, en numérique, notre seule vitrine, en fait, c'est les réseaux sociaux. Parce que notre livre, il ne va pas apparaître en librairie, il ne va pas être sur les plateaux télé, il ne va pas être dans les médias, parce que le monde numérique n'est encore pas très médiatisé. Donc, notre seule existence, finalement, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai justement, sur les conseils de Roxane, j'ai créé un compte Instagram qui était dédié. J'ai créé une page Facebook aussi. Donc c'était pas forcément... J'avais des comptes des réseaux sociaux personnels, mais c'est pas forcément quelque chose que je maîtrisais énormément et qu'il a fallu que je m'accapare absolument pour exister, en fait, sur Internet. Et c'est vrai que ça demande un travail énorme. Alors si moi j'avais beaucoup fantasmé le métier d'auteur quand j'étais jeune, ça c'est un aspect que j'avais pas du tout pensé, donc tout ce qui est promotion.
Et ça demande un travail qui est vraiment... parce qu'en fait, il faut être créatif, il faut être actif, il faut savoir faire des stories tous les jours. Et au bout d'un moment, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi écrire. Et donc, on essaye d'inventer. Alors, on fait des systèmes de jeux pour attirer les gens, des quiz sur le livre. Moi, j'ai fait appel à une artiste qui fait des dessins pour créer des goodies autour du livre, parce que comme j'avais pas de matériel, et ben, ça permettait de créer des concours, de faire gagner des cartes postales, des tasses, avec des dessins qui représentaient des personnages, etc. Voilà, on essaye de faire exister le livre, en tout cas, sur les réseaux sociaux, et puis on faut aussi s'adapter à l'évolution de ce que les gens aiment sur Instagram. Moi, j'ai commencé au début, c'était vraiment les posts, ça devait être des belles photos, il fallait trouver les bons hashtags pour que ça marche bien. Après, c'était plutôt les stories qui marchaient bien, donc là, les stories, c'était encore plus compliqué, parce que comme ça disparaît toutes les 24 heures, il faut toujours se réinventer, en refaire. Et là, en ce moment, alors moi, j'y suis pas encore arrivée, mais j'ai l'impression que ce qui marche vraiment bien sur Instagram, c'est les réels. Donc là, c'est des vidéos à mettre en scène, donc c'est encore une étape au-dessus. Donc je commence à y réfléchir, à me dire qu'est-ce que je pourrais mettre en scène, comment je pourrais parler des livres, etc. Donc, je n'ai pas encore passé cette étape, j'avoue que je ne m'y connais pas assez encore, mais voilà, il faut toujours se réadapter et suivre les réseaux sociaux. Il y a TikTok aussi qui marche très bien. Alors j'ai pas encore fait un TikTok sur mes livres, j'y pense aussi, mais il faut prendre du temps en tout cas pour faire exister tout ça. Et du côté des lecteurs, voilà, est-ce qu'il y a quelle est leur réception? Est-ce que vous avez des retours un petit peu sur leurs attentes ou sur leur réception du livre quand il est uniquement numérique? Voilà, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors, moi, mes lecteurs, ils me demandent beaucoup la version papier, pour le coup, parce qu'ils aimeraient bien l'avoir en matériel. Après, ce qu'ils apprécient, là je parle pas de moi, mais en général, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lecteurs qui aiment bien suivre les auteurs sur Instagram ou sur les réseaux en général pour avoir les coulisses du monde de l'édition, parce que c'est un milieu qui est un peu secret, un peu fermé, et il y a de plus en plus d'auteurs qui répondent à des questions: comment est-ce qu'on écrit un livre, c'est quoi les étapes, comment on retravaille certaines choses, et ça marche énormément, même sur TikTok ça marche beaucoup. On voit un peu les coulisses, on voit les auteurs qui galèrent à écrire des passages, comment ça se passe quand on a le syndrome de la page blanche, comment on fait, quels sont nos tips, etc. Donc ça, les lecteurs, je pense qu'ils apprécient de se sentir proche des auteurs. Et ce que j'ai remarqué aussi, ça c'est encore une implication un peu personnelle à faire, c'est que les lecteurs aiment bien voir la tête des auteurs, donc il faut aussi un peu se mettre en scène, se filmer, raconter des choses un peu plus personnelles de la vie, pas de la vie privée non plus, mais pour se donner aussi... On n'est pas juste là pour faire de la promo et juste partager notre livre en disant « Allez, il est en promo aujourd'hui, allez-y ». Il faut quand même qu'on soit présente et qu'on existe en quelque sorte, et plus on fait des stories où on est présente physiquement, où on interagit, où on montre des choses de notre vie, de notre travail, plus ça marche. Donc c'est vraiment une relation spéciale qui se crée, qui n'existait pas, je pense, avant avec les auteurs papier, qu'on voyait comme des auteurs très lointains, qu'on ne touche pas, qu'on n'approche pas. Ça, c'est agréable, je pense, en tout cas pour les auteurs et pour les lecteurs, ça fait plus de liens, et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Donc en fait, vous êtes en train de mettre fin au mythe de l'auteur qui est un homme, qui est devant son bureau, qui est inspiré par une muse et qui écrit avec une plume et un papier. Vous redéfinissez l'image de l'auteur. Je pense qu'effectivement, Internet, en tout cas les réseaux, ont permis que beaucoup plus de personnes se définissent comme auteurs. Enfin, moi, je ne me considérais pas comme auteur, mais à 12-13 ans, je partageais déjà mes histoires sur Internet et elles étaient déjà lues par des gens. Donc, je pense que le métier... voilà, la définition, en tout cas, de l'auteur est multiple maintenant. Après, il reste toujours la question de la légitimité d'être auteur ou pas, et je pense que tous ceux qui font de l'auto-édition ou qui font que du numérique ne sont pas considérés comme des vrais auteurs, et ça reste quelque chose qui est, je pense, en évolution et qui va dans le bon sens. Mais ça reste, il y a quand même encore cette séparation entre les auteurs d'Internet qui sont sur Wattpad et qui écrivent de la fanfiction et les vrais auteurs en maison d'édition. Voilà. Je sais pas, peut-être que Roxane... Non, je suis d'accord avec toi, mais je pensais à l'image de la muse, ça me faisait penser un peu à toi, la manière dont tu as écrit Lovers. Parce que finalement, là, c'est un peu ça aussi la fanfiction, c'est on s'inspire de personnes réelles.
Donc quelque part, on s'inspire toujours de ce qui nous entoure, des gens qu'on croise, qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les médias. Mais non, c'est sûr que la figure de l'auteur, elle a totalement changé grâce aussi à Internet, grâce aux différentes manières d'écrire aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on est quand même très souvent sur notre ordinateur ou sur notre téléphone, assis sur notre bureau, mais on n'écrit plus avec une plume, assurément. Et voilà, on est aussi beaucoup de femmes, et c'est sur ça qu'il faut insister, je pense. Est-ce que, justement, le travail de promotion est un peu différent. Alors certes, c'est valable pour les auteurs numériques, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce que ça a aussi changé pour les auteurs papier? Parce que finalement, ils sont peut-être quand même plus mis à contribution. Et est-ce que le mystère de l'auteur un peu lointain fonctionne toujours? Ou est-ce que là aussi, il y a quand même plus une attente du lectorat de découvrir qui ils sont, d'avoir cette proximité-là? Voilà, est-ce que vous voyez ça évoluer ou pas vraiment? Pas énormément. Ouais. Non, je pense que la rencontre vraiment entre les auteurs papier et les lecteurs, ça se fait vraiment dans le cadre de dédicaces, de salons du livre. Voilà, ça c'est des événements qui rassemblent vraiment de plus en plus de monde et de tous âges, donc c'est assez chouette. Après, je vois que ça dépend quel genre de littérature aussi, mais il y a des auteurs qui sont installés depuis très longtemps dans la littérature, qui gardent aussi leur mystère à travers ça. Ils ne communiquent pas trop avec leurs lecteurs pour ne pas casser justement cette image qu'ils ont, mais c'est des auteurs qui publient énormément de textes par an, donc voilà, ils restent accessibles, proches à travers leurs écrits, à travers les rencontres en salon, en dédicaces, parce que les auteurs papier ils se déplacent de plus en plus. Enfin, voilà, il n'y a pas que les dédicaces à la FNAC, il y a des dédicaces dans des carrefours, dans des Leclerc, enfin, tous les endroits sont propices aux dédicaces et aux rencontres avec les lecteurs. Mais je pense quand même que l'auteur numérique a un statut beaucoup plus privilégié pour communiquer avec ses lecteurs, et il y a aussi voilà, il y a un moyen très direct de communiquer, que ce soit en message privé sur Instagram. Par exemple, l'auteur peut répondre dans la seconde au message du lecteur. Le lecteur qui dit voilà, j'ai adoré ton livre, est-ce que dans la suite il va se passer ça? L'auteur il est plus à même de dire bah, voilà ce que je peux te dire sur la suite, chose qu'un auteur papier va avoir moins l'occasion de faire avec son lectorat habituel, je pense. Et pour ce qui est justement toujours de cette question de la promotion du titre, c'est vrai qu'il y a un phénomène quand même de surpublication actuellement dans l'édition, à tous les niveaux. À cela s'ajoute maintenant le numérique. Donc, c'est vrai qu'on peut-être que c'est faux, mais on peut imaginer que ça paraît plus facile de publier sur Internet. Mais pour autant, est-ce que ça vaut la peine de démultiplier les textes? Est-ce que vous pensez qu'il faut rester très sélectif quand même en tant qu'éditrice, et derrière, comment faire pour que ce titre-là ne soit pas finalement noyé dans la masse, à travers la promotion, mais voilà. La même chose se produit pour le papier, un livre a quelques semaines, quelques mois pour exister, sinon c'est un petit peu fini. Donc comment ça se passe pour le livre numérique? C'est un petit peu similaire. Après, pour la question de est-ce qu'il faut prendre tous les textes et tous les publier pour donner leur chance à tous les auteurs, maintenant c'est comme en papier, il y a un tri qui est fait, sinon la majorité des textes sur Wattpad seraient publiés en maison d'édition. Non, voilà, il y a quand même des critères à respecter, la qualité est quand même très importante à nos yeux en tant qu'éditeur. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de textes qui sont publiés, donc les auteurs peuvent avoir le sentiment d'être un peu noyés dans la masse. Et c'est justement le travail visuel qui va changer la donne. Nous, on accorde un soin très important à la couverture, à la quatrième, tous les éléments paratextuels qui vont englober le roman. Après, ça dépend du genre dans lequel on publie, mais par exemple, moi je parle pour la romance, c'est un genre qui est très codifié, comme le thriller, dans une autre mesure. Et donc voilà, il y a des codes à respecter, et on va s'adresser à un lectorat qui attend de recevoir ces codes-là, et qui, en fonction des différents textes qui vont lui être proposés, en fonction des différentes couvertures, va pouvoir choisir en fonction des messages, des codes qu'on lui aura envoyés sur tel ou tel texte. Mais je pense qu'en tant qu'auteur, on peut avoir cette peur d'être noyé dans la masse. Après, tous les textes ne sont pas publiés, il y a vraiment une sélection, on sélectionne les meilleurs. Donc les auteurs qui arrivent à ce stade-là, qui arrivent à la publication, voilà, ils n'ont pas démérité, quoi. C'est vraiment parce qu'on reconnaît leur travail, on reconnaît leur force. Et en numérique, surtout, je parle surtout pour le numérique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de construire un parcours d'auteur. Donc c'est pas seulement de publier un texte et de dire bah voilà, on vous présente tel auteur, tel texte, et puis après, ciao, bye bye. Non, le but, c'est vraiment de construire un parcours avec plusieurs textes, d'installer un auteur sur le marché du numérique et de montrer au lecteur que voilà, on crée une personnalité aussi, on crée une histoire avec cet auteur-là, et qu'il aura plusieurs choses à dire et plusieurs choses à montrer par la suite.
Et est-ce qu'il y a un phénomène de rentrée littéraire pour le numérique? Alors, il n'y a pas de rentrée littéraire à proprement parler. Par contre, on marche beaucoup sous la forme de rendez-vous. Donc, par exemple, en romance, la Saint-Valentin ou Noël. C'est une période très propice. On va faire pas mal de romances de Noël, notamment. Ça marche très bien. La fête des mères aussi. Enfin, voilà, on va surfer un petit peu sur ces dates clés pour publier des romans avec des thématiques qui s'y prêtent. Mais on n'a pas de rentrée littéraire. On n'a pas une sélection de textes qui vont sortir en septembre pour faire comme pour le papier. Non, là-dessus c'est assez différent. On publie le même nombre, en tout cas dans notre collection, on publie le même nombre de romans par mois par office. Et alors, est-ce qu'un livre numérique rapporte autant qu'un livre papier? C'est moi qui ai répondu à ça? Non, c'est Florie. Est-ce que vous avez des avaloirs similaires à une version papier? Comment ça se déroule? Alors, moi, j'ai pas énormément d'éléments de comparaison, puisque là, dans ma nouvelle maison d'édition, mon livre n'est pas encore sorti en papier. Donc, je me rends pas trop compte. Il y a un pourcentage qui est fait qui est différent entre le livre numérique et le livre papier, mais qui dépend du prix. Donc, vous savez quoi, je sais pas trop, en fait. Je n'ai pas calculé. Je sais pas si c'est plus avantageux le numérique que le papier. Le numérique est moins cher, donc on peut imaginer qu'il se vende plus facilement. Enfin, on a un livre qui va être entre 4, 6, 7 euros, donc ça se vend quand même, ça peut se vendre plus facilement qu'un livre papier qui tout de suite peut monter dans les vingtaines d'euros. Mais moi, là, à titre personnel, je ne saurais pas dire ce qui rapporte le plus. Alors, Roxane, vous pouvez un peu nous donner des éléments sur l'économie du numérique? En tout cas, moi j'ai été publiée en papier et en numérique, et je sais du point de vue de l'éditeur comment ça se passe quand on publie en numérique. Les auteurs ont des avaloirs à chaque fois, quand c'est une maison d'édition qui est relativement bien installée, d'une structure moyenne qui peut se permettre de faire des avaloirs. Après, effectivement, généralement les droits d'auteur sur le numérique sont plus élevés que sur le papier, où ils sont encore relativement faibles. Et voilà, les éditeurs peinent encore un peu à augmenter les droits d'auteur sur le papier. Après, ça dépend vraiment comment marche pour moi. Effectivement, le numérique, c'est un format qui est tellement accessible, tellement pratique, notre lectorat, c'est des grands lecteurs, donc ils consomment énormément de livres par semaine, et en numérique, c'est encore plus facile pour eux. Ils en achètent plein dans leur liseuse, et ils les lisent à la chaîne comme ça. Donc, ça peut marcher autant d'un côté que de l'autre. On a des auteurs qui ne veulent publier qu'exclusivement qu'en numérique, parce qu'ils savent que leur lectorat ne lit qu'en numérique, et qui sont installés comme ça sur le marché du livre, et qui savent que quand ils vont publier un roman, ça va cartonner en numérique. Alors que d'autres, ils préfèrent le papier parce que c'est leur canal d'insertion sur le marché, c'est comme ça que ça marche. Je pense qu'un auteur peut cartonner en numérique autant qu'un auteur peut marcher en papier. D'accord. Mais du coup, est-ce que du fait de l'absence de format papier et d'un certain nombre d'étapes comme ça qui sont supprimées, est-ce que le seuil de rentabilité d'un livre est effectivement plus faible au niveau du nombre de ventes qu'il faut atteindre pour l'avoir rentabilisé, quoi? Je pense qu'effectivement, il n'y a pas les coûts de fabrication, donc la rentabilité est plus rapide pour le numérique. Après, on a toujours cette idée que le numérique, ça coûte rien, et que du coup, ça se fait comme ça, c'est très facile. Mais comme on le disait tout à l'heure, le temps humain, il est très similaire à une publication papier. Il y a un temps de fabrication aussi, qui est une fabrication digitale, parce qu'il faut bien rentrer dans un moule EPUB, qui est différent du moule papier, mais ça prend du temps quand même. Et il y a aussi la part qui est donnée aux distributeurs, et ça, elle est quand même conséquente, comme le papier, c'est 40-50%. Donc ça reste des coûts. Donc oui, on va avoir un niveau d'exigence en termes de vente qui sera un peu moindre pour le numérique, au vu des coûts engagés qui seront toujours un petit peu moindres que le papier, mais il y a quand même des coûts engagés, et ça, il faut quand même rentabiliser derrière, et sinon on publierait vraiment énormément de textes, ça ne s'arrêterait plus, quoi. Oui. Alors actuellement, d'après ce qu'on a lu, apparemment le numérique représente à peu près 5% des ventes en littérature. Je mets de côté certains domaines spécialisés, universitaires, où là les chiffres sont différents. Mais bon, 5% c'est finalement assez faible par rapport à la masse. En même temps, vous nous avez dit, vous ciblez un public finalement plus jeune.
qui forcément s'intéresse à ces aspects numériques et qui est en ligne sur les réseaux. Donc est-ce qu'avec le temps ça peut changer? Est-ce que du fait du vieillissement de la population, on va avoir un basculement de ce public-là vers plus de numérique? Voilà. Et est-ce que ça joue, ou est-ce que finalement, vous avez rapidement évoqué, Florie, le fait que le papier reste quand même un peu l'aboutissement, enfin, même le lecteur en est encore à demander la version papier. Donc voilà, est-ce que le papier reste le Graal ou est-ce que ça peut changer? Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont encore cette image du papier comme l'objet de collection, l'objet qu'on veut dans sa bibliothèque. On le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense que Florie, elle le voit passer chez ses lecteurs. On a des lecteurs qui collectionnent les livres pour leur couverture, pour les couleurs que ça fait dans leur bibliothèque. Voilà, il y a un effet très esthétique. Et en fait, le fait de pouvoir emmagasiner des livres, ça permet aussi aux lecteurs de se dire j'ai le temps avant de les lire, alors que le numérique se consomme beaucoup plus rapidement. Mais je pense que, et on l'a vu avec les différents confinements qu'il y a eu, nous on a eu un boom de vente de nos textes, parce que c'était le moyen rapide, facile de pouvoir se procurer de la lecture. Donc je pense que oui, la part du numérique va grandir, parce qu'on a de plus en plus de lecteurs qui sont avides de lire vite et de se procurer des livres pas chers. Donc ça reste un moyen quand même très très pratique pour ça. Et le fait que justement ça prenne énormément de place, que ça prenne de la place sur les réseaux sociaux, parce que c'est un phénomène qui grandit, le bookstagram, la bookstasphère comme on dit, je pense que ça donne des envies, comme voilà, par exemple l'apparition de TikTok. Au début ça s'adressait plutôt à un public très très jeune, puis maintenant le public de TikTok il vieillit entre guillemets, parce que voilà, c'est tellement un phénomène qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par cette plateforme. Donc je pense que c'est un peu le même effet qu'il va y avoir avec les livres numériques. Il faut juste s'y mettre, et c'est vrai que moi quand j'ai commencé aussi bien à écrire sur Wattpad ou à faire mes études, il était inconcevable pour moi de lire du numérique ou de lire sur une tablette. Et aujourd'hui, je passe mon temps à lire sur mon téléphone. Donc voilà, il faut s'y mettre. Je pense que c'est des pratiques qui évoluent, mais je suis persuadée que dans la part du numérique va grandir. Oui, mais c'est comme ce qu'on a dit des disques vinyles. C'était voué à disparaître, et on voit qu'il y a un revival, une renaissance. Une renaissance du vinyle qui n'empêche pas les plateformes de diffuser de la musique, mais on a les deux, et le vinyle. Et je pense que les lecteurs de Florie, quand ils lui réclament le papier, c'est des lecteurs qui se sont procurés le numérique. Et donc ils veulent même avoir les deux. Ils veulent avoir lu le texte en numérique, mais avoir l'objet dans la bibliothèque, cet objet de collection, pour se dire voilà, j'ai le livre de Florie C dans ma bibliothèque et je pourrais le garder. Je pense qu'il y a aussi cette petite crainte de la part du lecteur de se dire que ça peut disparaître en numérique. Même une fois acheté, même une fois sur son téléphone, sur sa tablette, je pense qu'il y a cette crainte de ça peut disparaître, alors que le papier, je le vois, je peux le toucher dans la bibliothèque, il sera là, quoi qu'il arrive, tant que je le vends pas sur Vinted, il sera là. Donc oui, je pense que... Puis c'est vrai que le livre a peut-être considéré comme un objet symbolique assez fort, et ça va pas disparaître du jour au lendemain. C'est comme le vinyle finalement. Le vinyle, il y en a beaucoup qui l'achètent aujourd'hui juste pour faire joli, ça peut être une déco, ça peut être... ça reste un objet symbolique, effectivement. Moi, j'aurais une question encore pour Florie. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez envoyé des manuscrits à des maisons d'édition, vous vous étiez rendu compte après coup qu'en fait c'était pas terrible comme production, en tout cas sur le plan de la forme et de la technique. Donc est-ce que vous avez des conseils l'une et l'autre d'ailleurs? Parce que voilà, pour un jeune auteur qui aimerait envoyer son manuscrit à une maison d'édition en espérant que ça passe entre les gouttes et que ça soit un peu repéré, parce que là aussi je pense que vous en recevez des quantités astronomiques et finalement la forme compte peut-être déjà pour que ça sorte du lot. Donc est-ce que vous avez des conseils pour les écrivains futurs? Je pense déjà qu'il faut le faire relire par un regard extérieur et pas forcément la famille ou des amis, parce que c'est pas ceux qui auront le regard le plus critique, et ça c'est vrai que c'est un peu difficile à trouver, des fois des gens qui sont ce qu'on appelle les bêta-lecteurs. Mais c'est important parce que quand nous on est dans une histoire, on ne se réalise pas forcément qu'il y a des incohérences, ou que c'est pas clair, ou qu'il y a des passages qui sont trop longs. Donc d'ailleurs les maisons d'édition le précisent souvent avant d'envoyer un manuscrit qu'il faut l'avoir fait relu, voilà, pour avoir d'autres avis. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans l'envoi non plus. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, une fois qu'on a terminé ce manuscrit, à se dire allez c'est bon, je l'envoie. Or,
moi, il y a des romans que j'ai écrits il y a très longtemps, que j'avais un peu envoyé dans la précipitation, pardon, et que j'ai relu quelques mois plus tard, et en le relisant, j'ai retrouvé des fautes énormes, j'ai trouvé des choses pas logiques, parce qu'en fait c'était redescendu, et quand on est dans le truc, on se rend plus compte, en fait, on est tellement dans l'histoire qu'on s'en rend plus compte, donc il faut prendre le temps, en tout cas il ne faut pas se précipiter, parce que c'est important que le texte soit le plus abouti possible, si on veut avoir une chance qu'il soit publié. Donc surtout prendre le temps, le laisser un peu reposer, revenir dessus plus tard, le faire lire par d'autres personnes, essayer de corriger les fautes au maximum, parce que je pense que c'est le genre de choses, quand il y a tellement de manuscrits, un éditeur qui a l'habitude de voir des fautes, s'il voit plein de fautes truffées partout, il se dit bon, ça n'a pas été très bien travaillé. Voilà, je pense qu'il... Alors là, je sais pas, je suis pas éditrice, mais on nous demande toujours de faire un synopsis. Je pense que c'est ce qui est lu en premier pour essayer d'écrémer un peu, donc il faut que le synopsis soit aussi bien travaillé, qu'il soit cohérent, qu'il donne envie de connaître l'histoire. Et voilà. C'est vrai qu'on ne recevra jamais, et ça n'existe pas d'ailleurs, le manuscrit parfait, c'est impossible, mais la priorité que devraient avoir les auteurs, c'est vraiment de relire le texte. Il y a des auteurs qui écrivent et qui sont mal à l'aise avec le fait de relire ce qu'ils ont écrit, parce qu'ils se disent, bon, si je relis ça, je vais tout supprimer, je vais tout changer, donc ils ne le relisent pas du tout et qu'ils nous l'envoient comme ça. Sauf qu'il faut relire plusieurs fois, déjà soi et effectivement par les autres. Donc déjà, si on a un premier cercle, famille proche, c'est déjà pas mal. Si on arrive à avoir des lecteurs extérieurs, des bêta-lecteurs, comme disait Florie, c'est encore mieux. Mais voilà, relire, ne pas hésiter à relire, ne pas hésiter à avoir un avis critique sur son propre travail. Après, nous, c'est aussi notre travail de corriger des romans et de les mettre en forme et de les restructurer. Donc c'est pour ça que s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas très grave en soi, ça va être amené à être peaufiné par la suite et c'est vraiment pour ça qu'on est payé aussi, nous, c'est notre boulot. Mais c'est vrai que si il y a une faute à chaque mot, là c'est un peu plus problématique. Tout simplement pour la lecture, en fait, nous on va prendre plus de temps à lire. Et effectivement, le synopsis, ça permet d'écrémer dans un sens, mais c'est surtout pour savoir si le texte il va dans la bonne direction. Si on est une collection de romances, en l'occurrence, et qu'on reçoit un synopsis qui nous parle d'un meurtre qu'il y a eu dans les années 1940, et qu'on cherche le meurtrier, on va se dire, bon, et qu'il y a peut-être une petite histoire d'amour au milieu, mais bon, voilà, ça ne va pas être un texte qui nous est destiné, donc on va l'envoyer soit à notre collection en thriller, soit on va dire à l'auteur, bon, là, ça ne correspond pas trop à notre ligne éditoriale, donc voilà, c'est pas pour nous. Et c'est à ça que sert aussi ce travail d'enrobage, on appelle ça l'argumentaire avec le synopsis. Et quand vous cherchez des auteurs en ligne, ou éventuellement lors d'un concours, là vous ne recevez pas directement le texte, mais voilà, vous allez chercher. Est-ce que justement, même si le texte n'est pas parfait, même s'il y a des petites choses qui ne vont pas, des incohérences, est-ce qu'il y a quand même des choses que vous repérez dans le style ou dans la capacité de l'auteur à accrocher le lecteur, qui font que vous vous dites, bon, quand même, cet auteur-là, on va creuser, même si tout n'est pas parfait? Je pense notamment aux auteurs qui viennent de plateformes d'écriture. Donc on a cité Wattpad tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Ces auteurs-là, dont je fais partie, on est forcé d'adopter une écriture particulière pour s'adapter aux attentes du lectorat. Comme on a les commentaires très rapides, chapitre par chapitre, voire phrase par phrase sur notre histoire, on est obligé d'adapter notre écriture à ça. On est obligé de faire des fins de chapitre qui donnent envie au lecteur de découvrir la suite. Donc on trouve de plus en plus des auteurs sur les plateformes d'écriture qui ont un rythme très fort dans leur texte. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup parce qu'on sait qu'en numérique, c'est pareil. On va vouloir des textes qui sont rythmés, où il y a des rebondissements, même si c'est là dans le cadre des romances très douces, avec une histoire très classique. Une personne rencontre une personne, tombe amoureux d'elle, ça finit en un mariage. Je dis l'histoire la plus cliché qu'on peut avoir. Si c'est bien écrit, s'il y a du rythme, s'il y a des rebondissements, s'il y a de l'émotion, voilà, c'est des ingrédients qui font que nous, on va dire, ok, ça c'est très très bien, nos lecteurs vont accrocher, ça va leur faire passer un bon moment de lecture, ils vont s'évader, et donc ça marche. Donc on publie des histoires très très clichés, comme on publie des histoires pas du tout clichés, mais un peu comme dans le thriller finalement, il y a des thrillers qui sont très très... l'histoire, la trame est très très classique, mais voilà, si l'écriture est très bien travaillée, et c'est quelque chose qui se fait soit en amont, soit tout seul, l'auteur il est capable d'avoir cette écriture-là, soit par la suite c'est retravaillé avec l'éditeur, et voilà, ça peaufine encore plus le style, mais dans tous les cas, c'est à ça qu'on s'attache en tout cas. D'ailleurs, les romans de Florie, c'est une romance, mais il y a du rythme, il y a un peu de violence, un peu de... Non, en fait, c'est Roméo et Juliette à la sauce 2021,
Ouais. Et enfin, je trouve ça top, pour ma part. C'est pas plan-plan, c'est pas... c'est rythmé. Ouais, bah, c'est quelque chose que nous, on fait vraiment attention à ça. Parce qu'il y a des lecteurs qui ont besoin, parce que comme n'importe qui, on a besoin parfois de lire une romance qu'on appelle doudou, c'est-à-dire une romance douce, qui va nous faire rêver, et on va être tranquille quand on va la lire, on va être dans une couverture, on va être bien. Et il y a des romances dont on a besoin, où elles sont beaucoup plus rythmées, où il y a du sang, il y a de la violence, il y a du suspense, on est tenu en haleine, un peu ce que m'a fait Fleury lorsque j'ai lu son roman la première fois, où j'attendais de lire la suite, on a l'impression qu'il y a un personnage qui va mourir, puis finalement il meurt pas, puis la romance, elle arrive là où on l'attend pas. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. Je pense qu'on va bientôt pouvoir passer aux questions. J'ai juste encore un dernier... voilà, si vous pouvez peut-être nous dire en 2 mots ce qui, selon vous, constitue la force de l'édition numérique. Voilà, enfin, que ce soit du côté de l'éditrice ou de l'autrice. Est-ce qu'il y a vraiment des points forts, des choses qui font que ça vous semble une forme très intéressante? Fleury ? Ouais, alors je pense que le numérique, en tout cas pour les auteurs comme moi qui ne sont pas connus, qui débutent, c'est quand même un tremplin pour entrer dans le monde de l'édition, parce que le format, rentrer directement dans une maison d'édition en format papier, ça reste un chemin qui est quand même très difficile, très sélectif. Le numérique permet une ouverture un peu plus grande, je pense, parce que le risque financier est peut-être un peu moins, même si Roxane disait qu'effectivement on passe quand même beaucoup de temps, on passe le même temps pour le travail éditorial, hein. Mais ça permet quand même de faire découvrir de nouvelles auteurs. Je pense aussi peut-être de prendre des risques concernant la maison d'édition de Roxane. Moi, mon roman, c'est une romance gay, ce qu'on appelle MM, ce que vous n'aviez, il me semble, jamais fait, en tout cas, dans votre collection. Donc ça permet aussi de prendre des risques, de tester des nouveaux formats, des nouveaux genres, ce qui n'aurait pas forcément été possible en partant directement sur une version papier. Et donc pour ça, le numérique permet de faire découvrir de nouveaux auteurs et de laisser sa chance à un plus grand nombre et à des histoires peut-être qui sortent un peu plus des schémas classiques. Et voilà. Oui, c'est vrai que le papier, on a des critères très stricts pour recruter nos auteurs papier. On attend un certain genre d'histoire, un certain type d'écriture. Et le numérique, on va vraiment plus laisser la possibilité à des nouvelles formes d'écriture, des nouvelles voix. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est de pouvoir rencontrer plein de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires. Et on se rend compte qu'en fait, les histoires sont de moins en moins clichés. Il y a de plus en plus de laisser aller. Les auteurs se permettent plein de choses, de changer de décor, de ne pas se cantonner à 2 héros se rencontrent en ville, ils font un premier date et voilà, ils finissent ensemble. Donc il y a plein de possibilités avec le numérique. Et moi, ce que je préfère vraiment avec ce format-là, on en a parlé tout à l'heure, c'est le côté proximité avec les lecteurs. C'est que ça nous permet vraiment d'être proche de nos lecteurs, proche des auteurs aussi, parce qu'on communique plus facilement avec eux. Il y a moins ce cadre formel de l'auteur star, l'auteur justement mystérieux, l'image un peu lointaine qu'on avait. Donc vraiment cette proximité qui est permise grâce au digital, grâce au réseau, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans mon métier aujourd'hui. Et vous n'avez pas de problème de pénurie de papier? Et on n'a pas de problème de pénurie de papier pour l'instant, donc c'est super. Voilà. Oui, j'aurais voulu que vous reprécisiez le nom de la plateforme sur laquelle vous avez mis, parce que j'ai mal entendu. La plateforme s'appelle Wattpad, W-A-2-T. 2T. P-A-D. T-A-D. P-A-D. Pad. P comme papa. Et c'est une plateforme gratuite. C'est gratuit? C'est gratuit, n'importe qui peut s'inscrire, que ce soit en tant que lecteur ou en tant qu'auteur. N'importe qui peut publier des textes. Et on accède tout bêtement. Très facilement. Vous tapez Wattpad sur Google. Et il n'y a pas de risque que votre manuscrit reparte chez quelqu'un d'autre? Si, je pense que c'est un peu la peur des auteurs que les textes soient plagiés, mais le site met en place une sorte de protection qui fait que quand c'est publié sur Wattpad, généralement, il y a un minimum de protection. On peut le retrouver, en tout cas, si jamais il y a ce genre de litige, on peut retrouver le texte sur Internet, il n'est pas perdu. Mais c'est vrai que la protection n'est pas aussi grande que quand c'est publié directement chez un éditeur. Parce que j'ai un récit fictionné que j'ai proposé à beaucoup d'éditeurs. On m'a fait beaucoup de compliments, mais on ne m'a pas édité. On peut le balancer comme ça sur le net. On peut bien sûr. Après,
pour avoir un minimum de visibilité sur ces plateformes où maintenant il y a énormément de monde, que ce Oui. soit des auteurs ou des lecteurs, il y a de tout, tous les genres, tous les âges, tous les types de textes, voilà, tous les types de publics. Il faut réussir à susciter l'engouement du lectorat. Et c'est ça qui est le plus difficile en fait, il faut créer de l'engouement pour le lecteur, il faut lui donner envie de lire la suite et surtout d'être actif sur l'histoire, de commenter, d'interagir avec vous, d'où aussi l'utilité des réseaux sociaux parce que ça permet d'avoir différents canaux. Mais c'est ça qui est le plus dur sur Wattpad, pour émerger et avoir vraiment de la visibilité. Parce que c'est un peu comme les textes qu'on voit sur Amazon. Il y a des textes qui sont très bien sur Amazon mais qui sont très mal notés, où il n'y a aucun commentaire. Donc on va se dire, bon, bah, c'est bien, est-ce que le texte est vraiment bien? Et sur Wattpad, c'est pareil, il y a des textes qui sont vraiment très bons, mais où il y a très peu de vues, très peu de commentaires. Du coup, l'éditeur va se dire, bon, il n'y a pas une communauté très forte derrière. Donc, voilà, est-ce que je vais me lancer? Pas sûr. Et comment créer l'écho? Comment créer l'écho, Florie? Comment tu as fait pour susciter l'engouement de lecteur? Ouais, c'est la présence sur les réseaux sociaux, c'est le fait de répondre aux commentaires, de créer du lien avec tout le monde, ce qui fait que moi, les premiers lecteurs qui m'ont suivi sur mes premières histoires, comme je parlais régulièrement avec eux, je leur répondais, qu'on échangeait. Il y en a que j'ai rencontrés en réel, qui sont devenus mes amis. Ça permet, du fait qu'ils nous suivent sur les autres histoires et qu'ils continuent de suivre à chaque fois qu'on propose un nouveau roman, ils suivent en fait. Donc, faut mieux le mettre par petits morceaux peut-être. Ouais, c'est Ouais. important. Pour bloc. Faire des chapitres courts Ouais. pour vraiment donner envie au lecteur de lire la suite. Et l'accompagner de petites choses piquantes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Des ingrédients piquants. Merci. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être, vous faites mourir un personnage à la fin d'un chapitre et en fait, dans le chapitre d'après, on se rend compte qu'il n'est pas mort. Ça va être très efficace. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Merci. Bonjour. D'autres questions? Moi, ma question, en fait, c'est le fait d'avoir écrit dans le numérique et justement d'avoir ce rapport entre directement le public et vous pouvez interagir directement avec lui par rapport à votre histoire, le fait de poster justement les chapitres petit à petit. Est-ce que justement, si vous n'allez jamais revenir en arrière et passer sur un truc, un format papier très classique où vous n'avez aucune interaction avec votre public, vos fans directement? Est-ce que la bascule est compliquée? Est-ce que maintenant vous êtes dans le numérique, team numérique entre guillemets, et vous êtes passé sur Wattpad ou autre, et que vous avez pu construire votre histoire, échanger sur l'histoire ou autre, et est-ce que vous avez réussi, justement à créer un livre comme ça tout seul maintenant? Bah, Florie a réussi parce que finalement son nouveau roman il n'est pas passé par une plateforme d'écriture. Donc comment ça s'est passé pour toi, Florie, de te retrouver face à ton ordi et de devoir écrire une histoire sans l'aide de tes lecteurs? Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une aide, c'est voilà, sur le soutien en tout cas de tes lecteurs dans la construction narrative. Non, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi qui avais écrit en tout cas beaucoup de fanfiction, donc dans la fanfiction on prend des personnages qui sont réels, donc on a déjà un public qui est conquis par déjà les personnages. On n'a pas de travail à faire sur les personnages parce que tout le monde lit la fanfiction pour les personnages qui existent déjà. Donc on a un public conquis déjà par les personnages. En plus de ça, ils interagissent sur l'avancée de l'histoire, donc ça permet de construire, se dire ah ça plaît, ah ça plaît pas, ouais, je reviens en arrière, etc. Et moi j'avais écrit pendant des années de cette façon-là, donc se retrouver après tout seul à faire un roman sans avis extérieur, sans partage au fur et à mesure de l'histoire, c'est un peu effrayant et ça m'est arrivé là il n'y a pas très longtemps parce que donc Lovers qui a été publié avait bénéficié de ses avis de lecteurs. Là, c'est le roman que j'ai sorti dernièrement, n'a pas du tout été lu avant, donc là c'était vraiment un jet comme ça que j'ai proposé et ce dont on parlait, le lien qu'on avait avec les lecteurs, ont fait qu'ils ont quand même décidé de me suivre sans avoir lu avant ce qui était sur internet, sans savoir dans quoi ils s'embarquaient du tout. En plus, c'était un genre pour le coup que j'avais jamais expérimenté, c'est une comédie romantique, donc ça avec du fantastique, donc vraiment rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et ils ont quand même suivi, mais c'est vrai que c'est plus difficile de se retrouver tout seul face à sa page et sans avoir aucun avis et aucune idée de la façon dont les gens vont prendre l'avancée de l'histoire. Alors qu'avant, on était plus dans le partage, on avançait ensemble dans l'histoire. Et inversement, je pense que ça peut faire peur aussi quand on est revenu à l'écriture en solitaire, de se dire je vais revenir sur une plateforme d'écriture pour partager des lecteurs.
On peut avoir la peur qu'il soit plus au rendez-vous, qu'il soit plus aussi actif qu'avant, qu'il soit moins friand du nouveau texte. Donc je pense que dans les deux sens, ça peut faire peur. Après, j'ai l'impression que le schéma classique de l'auteur qui passe par les plateformes d'écriture, c'est un premier texte est publié sur une plateforme, il interagit avec les lecteurs, quand il passe en maison d'édition, après les prochains textes, il va les écrire tout seul, avec l'aide de son éditeur et avec le regard de son éditeur et de ses bêta-lecteurs s'il a des lecteurs subsidiaires. Mais j'ai l'impression que les auteurs, une fois qu'ils sont installés en maison d'édition, ils repassent plus, en tout cas sur les plateformes d'écriture. Aussi parce que contractuellement, l'éditeur, il n'a pas trop envie que le texte il soit déjà disponible sur les plateformes. Et après, la question se pose, enfin, moi je me la pose sur un de mes romans qui est une science-fiction, qui pour le coup ne trouve pas d'éditeur depuis un moment. Et je m'interroge de plus en plus sur le fait de le remettre sur Wattpad et d'essayer de retrouver le lien avec mes lecteurs et de me dire, si le texte prend pas en maison d'édition, est-ce que peut-être en le remettant sur Wattpad, en ayant l'avis des lecteurs petit à petit, est-ce que ça va faire évoluer l'histoire? Est-ce que ça va permettre de la refaire exister sur Internet pour essayer de ressaisir un éditeur plus tard? C'est vrai que c'est une question que je me pose aussi là. De revenir à l'ancienne. Moi j'avais une petite question pour Roxane pour la partie édition. Est-ce que Wattpad, en fait, quand tu publies ton texte, comment il est classifié? Est-ce que c'est la plateforme qui te classifie en termes de genre, en termes de style, ou c'est un peu bouteille à la mer et ça va être les éditeurs qui vont passer eux par cette plateforme et qui vont pouvoir, comme tu disais, ça c'est dans ma ligne éditoriale ou pas? Non, tu peux, quand tu crées ton histoire, tu lui crées une fiche technique où au moment où tu remplis le titre, le résumé, tu choisis le genre. Donc il y a pas mal de sous-genres maintenant sur Wattpad parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs, de plus en plus de genres. Donc il y a plein de sous-genres différents et effectivement les éditeurs ils vont aller directement dans les... Quand tu arrives sur le site, tu as des hashtags avec les sous-genres, donc hashtag romance, et ils vont cliquer dessus par exemple pour avoir des textes de romance. Mais il y en a tellement aujourd'hui que Wattpad a créé aussi un système de classement en fonction des vues, en fonction des commentaires, de la réactivité des lecteurs. Donc voilà, il y a un algorithme très très précis qui rentre en compte. Pour l'éditeur, c'est de plus en plus difficile de trouver des textes vraiment de qualité sur cette plateforme. Il faut vraiment fouiller pendant longtemps. Nous, ça fait partie de mon métier, on a des temps consacrés à la veille sur ces plateformes d'écriture-là. Mais non, tu as un pré-travail qui est fait de la plateforme pour que ce soit le plus précis possible quand même pour l'auteur. Et qu'en fait, c'est comme si l'auteur préparait la mise en auto-édition de son texte et remplit tous les critères, la couverture, il faut qu'il crée une couverture, il faut qu'il y ait tous ces éléments-là. Sauf que le texte n'est pas vendu, il est distribué gratuitement au lecteur. Moi, je voudrais savoir si vous éditez aussi en numérique, ou si on considère comme numérique les livres audio. Parce qu'on n'a pas du tout parlé des livres audio, et quel est le pourcentage par rapport à... non, un livre audio est un livre audio, n'est pas un livre numérique. Après, on a des... En fait, c'est un format, l'audio. C'est-à-dire qu'il va y avoir le format papier, le format audio, le format numérique. Donc il se peut qu'il y ait un livre qui soit publié à la fois dans sa version papier, dans sa version audio et dans sa version numérique. Nous, on ne fait pas du tout d'audio dans notre maison d'édition, en tout cas dans ma collection, mais il y a de plus en plus de plateformes d'abonnement, un peu comme Netflix, qui s'ouvrent justement à ce format-là, où on propose à la fois du numérique, un texte qui apparaît sur écran, à la fois un son, donc ça peut être des bruitages, ça peut être des bruits d'ambiance, de la musique, pour offrir différentes expériences de lecture. C'est de plus en plus à la mode en ce moment, ce genre de plateforme d'abonnement qui marche exactement comme le streaming vidéo. Je demande ça parce que c'est peut-être plus abordable pour une certaine génération, parce qu'on sent quand même le petit conflit de génération entre ceux qui ont l'usage du numérique et ceux qui vont rester au format papier, quoi. Après, ça reste très très différent, hein. Une expérience auditive et de lire un texte. Donc, c'est une question d'expérience. Après, effectivement, peut-être que dans quelques années, on sera amené à automatiquement adapter nos textes numériques en audio pour avoir pour toucher un plus vaste lectorat. Mais ça reste encore balbutiant. Nous, on n'en parle pas du tout encore pour l'instant. Ça doit avoir un coût aussi s'il faut faire la lecture. Souvent, c'est les comédiens qui font ça. Enfin, je sais pas, nous, on voit un petit peu ce qui sort dans l'édition pour les acheter pour la bibliothèque. Et généralement, c'est quand même plutôt des grands succès papier qui vont sortir après en audio, parce que je pense que c'est un coût et qu'il faut pouvoir toucher un certain public
derrière. Mais c'est vrai que peut-être que ces genres-là, publiés exclusivement en numérique, s'y prêtent un peu moins, parce qu'il y aurait de toute façon pas de public derrière non plus, quoi. Après, est-ce que vous êtes soumis quand même à la... Parce qu'il me semble qu'il y a une réglementation pour les textes, normalement, qui doivent être déposés en format numérique pour être transformés en format audio pour les déficients visuels. Oui, Est-ce que vous aussi vous êtes soumis à cette contrainte? Quand on fait un contrat d'édition à nos auteurs, on a un contrat double. On a le contrat d'édition classique, on a le contrat audiovisuel qui prend en compte toutes ces possibilités-là. Effectivement, si jamais on a la possibilité d'adapter le texte, que ce soit en format audio ou en format cinématographique. On a toujours l'espoir d'avoir des partenariats comme ça avec des chaînes de production, où ça arrive, hein, quelquefois c'est assez rare. Et donc, voilà, dans le cas de cette éventualité, on propose toujours 2 contrats assignés à l'auteur, le audiovisuel bien séparé de l'édition. Quel est le commentaire ou le retour de lecteur que vous avez d'un point de vue numérique avec vos fans, qui vous a plus marqué ou qui vous a justement intrigué, choqué, ému? Je ne sais pas si vous en avez un en tête. Chloé? Alors moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est Lovers, mais avant qu'il ne soit édité, donc quand il était encore sur Internet. C'était pas un en particulier, mais il y en avait plusieurs qui avaient présenté mon texte au bac, à l'épreuve de littérature, pour les oraux, ce genre de choses, et qui m'avaient fait un retour en me disant « j'ai fait un exposé sur ton livre en classe ». Alors j'avais eu des professeurs qui m'avaient appelé après coup pour m'en parler. Enfin ça m'avait vraiment, parce que en fait sur Internet on existe mais pas concrètement, on ne voit pas qui sont les gens derrière, on ne sait pas qui sont les gens qui lisent, et d'avoir des retours aussi concrets, de savoir que c'était... Alors on m'envoyait des photos des brouillons du bac où ils avaient écrit le nom de mon livre avec l'auteur et ce qu'ils avaient mis dedans et pourquoi ils l'avaient impliqué dans leur copie de bac, et ça, ce genre de choses, ça m'avait vraiment marqué, parce que je me suis dit mais ça a une existence concrète dans la vie des gens, quoi. Et ouais, toute cette période-là, c'est là que ça m'avait vraiment fait prendre conscience que j'avais envie que les gens lisent vraiment mon livre et que ce soit partagé. Ouais, moi, ça rejoint un petit peu Florie. Quand j'ai commencé, moi ça date un peu loin, mais quand j'ai commencé sur Wattpad, je me souviens forcément du premier lecteur, du premier commentaire, de la première lectrice. Bon, aujourd'hui je dis que c'est la première, mais ça se souvient d'autres, mais c'est celle que je me souviens comme étant la première, qui m'avait dit « Ah bah j'aime beaucoup ton texte », et à partir de ce commentaire-là, on était un petit peu rentrés en contact. Et cette personne-là, j'ai fini par la rencontrer en vrai, on a fini par nouer contact, devenir copines. C'est même grâce à cette personne-là que j'ai rencontré Florie et que j'ai découvert les textes de Florie. Voilà, elle s'appelle Cindy, petite dédicace à Cindy. Mais voilà, c'est assez fou de se dire qu'une personne que je connaissais pas du tout, on habite à des endroits très opposés en France, de se dire qu'elle est tombée sur mon texte, qu'elle a laissé un commentaire pour dire « bah j'aime bien ». Et comme moi c'était l'un des premiers, ça me touchait énormément, donc je me suis dit je vais créer un contact avec cette personne-là, qu'à l'occasion de dédicaces ou de salons du livre, on a pu se rencontrer en vrai et casser cette barrière un peu du digital, et qu'aujourd'hui ça permet ensuite de développer tout un réseau autour de la lecture, de permettre de parler de textes, de rencontrer des nouveaux auteurs, de découvrir des nouveaux... Enfin, c'est quand même quelque chose qui est fou et qui est grâce à cette plateforme, c'est ce lien qu'on a pu créer grâce à cette plateforme. Ouais, c'est vrai, moi aussi j'avais créé des liens avec Cindy, qui est aussi une de mes premières lectrices, et c'est vrai qu'on avait fait le lien avec Roxane grâce à Cindy, et de rencontrer les personnes en vrai après coup, ouais, c'est génial. Il n'y a plus de questions? Bien, merci à toutes les deux d'avoir accepté cette rencontre. Je pense qu'on a un meilleur aperçu de ce qu'est être auteur, autrice, éditrice, éditeur à l'ère du numérique. C'est pas mal. Je pense que madame, dans le public, va bientôt publier numériquement. Et donc, on se retrouve... cette rencontre sera disponible sur notre chaîne YouTube de la Bibliothèque Buffon, bientôt. Et bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Et bon Covid.
Il ne reste plus beaucoup de jours d'isolement, ça va tenir. Merci beaucoup.